Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur BNews. Deux sujets seront au cœur de cette émission carré et politique avec des confrères déjà installés en plateau. Nous parlerons d'abord du coronavirus avec ces chiffres qui font frémir. 327 cas confirmés à la date du 12 mai 2020. Mais avant la campagne électorale, à la date également de ce jour, nous allons donc en parler tout à l'heure, qui sera également au cœur de nos discussions. Nous parlerons des forces et faiblesses des partis en lice et voir également quels sont les impacts éventuels sur le choix des électeurs. Mais avant tout ceci, nous allons faire un tour à la régie pour installer le débat. Voilà donc retour sur ce plateau. Je retrouve Alphonse Moïse Soulé. Bonjour. Bonjour à vous, Soubé. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes journaliste, analyste politique, habitué de ce plateau. En face de vous, Jos Pezo Anago, bonjour. Bonjour, cher confrère. Vous êtes journaliste, vous êtes également directeur de publication du quotidien La Dépêche. On va donc sacrifier à la tradition sur cette émission. Je commence par vous, Alphonse Moïse Soulé, pour le premier sujet lié à la reprise des cours, mais également au coronavirus. Quelle note vous donnez? La note 3. J'attribue la note 3. Alors, monsieur Jos Pezo Anago, la note pour cette actualité? 2. 2. Oui. Alors, pourquoi justement avoir donné 2? Oui, 2, parce que cela exprime, n'est-ce pas, mon sentiment et le sentiment de la plupart de nos compatriotes par rapport à cette décision du gouvernement, n'est-ce pas, malgré tout, de faire reprendre les cours. Et mieux, ne pas prendre toutes les mesures y afférentes. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a eu des dépistages qui se sont révélés positifs, même si certains sont pompeusement appelés asymptomatiques. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu des dépistages qui ont révélé la présence de virus au sein de la classe enseignante. Et puis, on constate aujourd'hui qu'une seule portion d'enseignants a subi ce dépistage. Et le ministre où les ministres ont laissé reprendre les cours par des enseignants qui n'ont pas été dépistés et qui sont potentiellement porteurs de ce mal. Et donc là, c'est la contagion assurée pour les enfants qu'on a obligés à aller à l'école. Et mieux, quand on va au plan infrastructure, qu'est-ce qu'on a véritablement déployé sur le terrain? Bon, nous nous sommes promenés sur le terrain, on a vu très peu d'infrastructures qui ont été déployées et pour, n'est-ce pas, concourir à la protection des enfants. Et donc, moi, je dis, la note 2 est même la meilleure que je puisse attribuer à cette démarche du gouvernement. Alphonse Moïse Soudé, vous donnez donc 3, un peu mieux que Jos Pezo Anago. 3 sur 10, si je multiplie par 2, ça fait 6 sur 20, ce qui veut dire absence de maîtrise. Dans l'échelle d'appréciation, si c'est absence de maîtrise. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a repris les cours sans aucune précaution. On a promis de distribuer des masques dans le public. Tout le monde n'a pas reçu de masque. On n'a pas dépisté tous les enseignants. Nous ne savons pas où ces enfants-là ont séjourné, avec qui ils ont séjourné avant la reprise des cours. Donc, forcément, le taux de contamination va grimper. Les enfants, vous ne pouvez pas interdire aux enfants de ne pas se toucher pendant la récréation. Vous ne pouvez pas demander aux enfants de ne pas se taquiner dans la cour de récréation parce que la cour de récréation sert à cela. Même si on a dit que 6e, 5e, de 9h30 à 9h45, et 4e, 3e, on a la récréation du désormais 1 heure, on a essayé de répartir. On n'a pas réglé le problème. On n'a pas réglé le problème parce que si tous les enseignants ne sont pas dépistés, on demande à l'enseignant de ne pas, disons, circuler. Mais l'enseignant va toucher l'instrument, il va toucher la règle, il va toucher l'équerre. Les enfants iront au tableau pour répondre à la question du professeur, ils vont toucher le même instrument. Ça pose un problème. Mais n'y a-t-il pas des gels hydroalcooliques? Qui a fourni le... Moi, je ne sais pas si on a fourni de gel hydroalcoolique aux enseignants. Je ne sais pas. Donc, on n'a pas pris la mesure du danger. Et le drame encore, on a exclu les élèves du privé. Le président de la République, pour qui j'ai du respect, il vient du privé. Il connaît l'importance du secteur privé à côté du public. Ce que
le public ne peut pas consommer, c'est le privé qui le consomme. Et les enfants qui vont dans ces écoles privées sont des Béninois. Quand on nous offre, on fait des dons au Bénin, on ne fait pas la spécification pour dire c'est pour les élèves du public, c'est pour les élèves du privé. L'État a l'obligation de veiller à l'éducation et à la santé des populations. Mais malheureusement, on a laissé les privés à leur sort. Mais ce qui fait davantage mal, on menace les privés. Si vous ne prenez pas les dispositions qu'il faut, on va vous retirer l'agrément. Est-ce des menaces? C'est des menaces. Puisque nous sommes en pleine crise sanitaire, les écoles également devraient être suffisamment responsables pour protéger la vie des apprenants. Qui devrait garantir cela? C'est l'État. C'est l'État qui devait garantir cela. Alors pour vous, les mesures prises jusqu'à présent par l'État avant la réouverture donc, des écoles ne sont pas rassurantes? Ne sont pas rassurantes. On a levé par exemple le cordon sanitaire. Qu'est-ce qu'on a pu faire? On n'a pas dépisté les enseignants du privé. Il y a des enseignants qui sont dans le privé et dans le public. On n'a pas dépisté ceux-là. Vous pensez que c'est un comportement qui peut freiner la propagation du mal? Non, c'est pas possible. Allez dans les écoles. Allez, vous allez voir comment les enfants, pendant la récréation, quel que soit ce qu'on dit, quelle que soit la rigueur du surveillant ou bien de l'enseignant, les enfants se taquinent. Les enfants se taquinent. Vous avez observé cela? Mais oui, les enfants se taquinent. En cours de semaine. Oui, les enfants. Donc, je dis, il vaut mieux que le gouvernement réfléchisse. On aurait pu organiser des rencontres avec les acteurs du système éducatif. Parce qu'il y a les directeurs qui sont au fait de la réalité. Je ne dis pas que le ministre n'est pas au fait de la réalité, mais le directeur, ce sont les hommes de terrain. On a dit, ouais, dans certaines classes, on n'a pas pris les dispositions. On a dit, bon, on dit, c'est vrai qu'on dit un élève sur une table. Mais entre deux tables, a-t-on respecté la distance de 1 mètre? Est-ce que les salles de classe peuvent, si on dit, bon, on va respecter une distance d'1 mètre entre deux tables, combien d'élèves pouvons-nous mettre dans une salle de classe? Alors, monsieur Georges Perzo-Anago, c'est vrai que Alphonse Moïse Soudi, voilà, tout à l'heure, a mis l'accent sur quelques éléments qui justifient d'ailleurs ces craintes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les mesures prises par le gouvernement, on a parlé donc de la distribution massive des masques dans les écoles, ça devrait pouvoir rassurer vos parents d'élèves notamment? Mais c'est pas évident. Et c'est de la poudre jetée aux yeux dans la mesure où quelle est la durée de vie d'un masque, même si le masque qu'on appelle aussi cache-nez, même si c'est réutilisable, après 4 heures de temps, on devrait pouvoir le mettre de côté et porter un autre. Et lorsque, même on suppose qu'on prend par hasard une école comme ça, où il y a eu distribution de masques. S'il y a eu 100 apprenants qui ont reçu chacun un masque, et d'ailleurs c'est le cas, après 4 ou 5 heures de temps, c'est le même masque que l'enfant continue de porter, jusqu'à repartir chez lui à la maison, et revenir le lendemain ou le jour suivant avec le même masque. Mais finalement, on n'aurait rien fait. Puisque les spécialistes... Mais entre-temps, les masques réutilisables peuvent être lavés. C'est ce que je suis en train de vous dire. Même réutilisable, le masque ne devrait pas rester ad vitam au visage du porteur. En principe, chaque apprenant devrait avoir un minimum de 2 à 3 masques dans une journée. Pour la journée. Pour la journée. Et une fois rentré à la maison, va les substituer contre d'autres et revenir le lendemain. Ce qui est quasiment impossible. Et là, il ne faut pas seulement parler masque. Eh bien, mon confrère l'a dit tantôt, il y a la promiscuité aussi. On n'a pas tenu compte de ces réalités. Quelques jours avant la reprise ou quelques heures avant la reprise, il y a eu des enseignants, pour ne pas citer ceux de Saint-Podi, qui se sont plaints. Il y a un directeur qui s'est vraiment plaint, a crié sous tous les toits, que dans sa classe, il a une 80aine d'apprenants. Si c'est dans cette même classe qu'il faut repartir les gens en observant la distanciation dont on parle, je me demande, est-ce que brutalement, l'espace va s'agrandir pour contenir ces 80. Mais par endroit, il y a des enseignants qui ont été ingénieux en faisant des effectifs alternés. Les 80 voilà, les élèves, par exemple, on met peut-être 40 en matinée et on met peut-être la suite donc en soirée. Je suis d'accord avec vous, mais l'aspect que j'ai tout à l'heure souligné consiste en ce que il ne suffit pas seulement de demander aux apprenants de rester à distance respectable et le tour est joué.
Au niveau des masques, il faut tenir compte. Lavement des mains, il faut tenir compte. Le gel, il faut en tenir compte. L'apprenant, enfin, du moins, le professeur aussi, il faut en tenir compte. Ces éléments ont, à des niveaux donnés, montré leur faille. Où on a les masques, où l'enseignant est dépisté ou ne l'est pas. Mon confrère a dit tantôt que dans une classe, on ne peut même pas aujourd'hui certifier avec acuité que l'élève que l'on a en face essaie. Il n'y a pas eu de processus de dépistage à ce niveau également. Et donc, moi je me dis, il y a une certaine tendance à voir les enfants à l'école, et puis ça s'est arrêté là. C'est ce que moi je constate dans la mesure où nous avons des enfants qui sont allés à l'école. Et quand ils reviennent, on leur pose des questions. Mais les enfants s'agglutinent dans les cours de récréation. Même il y en a même qui taquinent leurs collègues en pleine classe. On n'y peut rien. Le sujet qui est aujourd'hui d'actualité, pour parler de la COVID-19, est déjà une curiosité pour certains enfants. D'autres portent des masques et c'est un sujet de distraction pour d'autres. Pourquoi avoir forcé les enfants à aller à l'école lorsqu'on sait que c'est le lieu par excellence de la proximité, de tout ce qu'on peut... Mais il y avait quand même également l'impératif social de sauver l'année pour les élèves, ce n'est plus alors, ce n'est plus alors un impératif social dans la mesure où l'État a en priorité à garantir la sécurité et la santé publique. Et pour en revenir rapidement au cas que mon confrère a soulevé, quand on parle de santé publique, on ne parle pas de santé privée. Pour faire allusion aux écoles privées, la santé est publique et concerne la population entière. Que l'on soit d'une école privée ou d'une école publique, on a droit à égalité. Donc vous appelez l'État à venir dans la rescousse des établissements privés. Et ce ne serait même pas maintenant que l'État devrait le faire. L'État devrait pouvoir engranger tous ces agrégats avant que la rentrée ne démarre. Mais je reste avec vous rapidement, mais dans tout ce que vous dites, vous semblez déresponsabiliser les parents. Tout à fait. Et en tant que parent, moi, je peux vous dire que dès la survenue de ce drame, de la COVID-19, nous avions pris nos dispositions. Le peu que nous avions comme moyen nous a permis, n'est-ce pas, de permettre aux enfants de se laver régulièrement la main, de porter des masques à l'interne, et nous avons la possibilité de les surveiller à l'absence. Mais jusqu'aux portes de la maison ou de l'école, les parents ne peuvent plus suivre les enfants à l'école, ni dans la cour de l'école. Et mon confrère l'a souligné tantôt. On ne peut pas non plus les suivre à l'école et savoir, mais tel enseignant. Et d'ailleurs, il n'est pas marqué sur le front d'un enseignant qu'il a été dépisté ou il ne l'a pas été. Mieux, les parents, il y en a peut-être qui se sont vus, bon, on ne le souhaite pas, avec des enfants malades, mais on aurait laissé ces enfants dans le cocon familial, qu'on ne serait pas en train de se plaindre en ce moment. Une fois que l'enfant s'échappe au contrôle parental, on ne peut plus rien mesurer. L'enfant est allé à l'école et revient le soir, on ne sait quelles sont ses fréquentations à l'école. À l'école. C'est content. Alors, Alphonse Moïsoudé, craignez-vous une autre montée des cas testés positifs après pratiquement une semaine de reprise des cours? Je vais vous dire ce qui se passe. De ma maison à mon lieu de travail, je traverse plusieurs arrondissements. Et qu'est-ce que je vois? Les enfants ont leur masque dans leur sac. C'est à l'entrée de leur établissement que ces enfants mettent là les masques. Vous allez voir des parents qui mettent 2, 3 enfants sur une moto, j'en ai vu, pour aller à l'école sans masque. Donc, le problème n'est pas réglé. L'enfant, c'est arrivé devant le collège ou bien devant l'école, il a peur du maître ou du surveillant général qui met son masque. Mais quand il sort de l'école, l'enfant a cours de 7h à 10h. Dès qu'il a lavé ses mains à 7h, il est allé en classe. Il n'a plus l'opportunité de laver sa main jusqu'à 9h30 de l'éducation. C'est ce problème. Il n'a pas de gel. Mais je dis, moi j'ai compris, le cœur de cible de l'ouverture des écoles sont les parents. Et quand vous suivez les discours, on a tenté de rassurer tous les parents. Tout ça, c'est pour le 17. C'est le cœur de cible, c'est les parents. Nous vous occupons de vos enfants. Nous garantissons la sécurité sanitaire à vos enfants dans les écoles. Donc, le 17, sortez pour voter massivement. Autre chose, pour ouvrir les écoles, on devrait évaluer l'exécution des programmes dans les classes. On devait évaluer. L'impératif, comme l'a dit le Conseil des ministres, c'est pour l'organisation en fin d'année des examens. Ça veut dire quoi? Il faut donner priorité, comme on l'a fait au primaire,
au CM2. Au collège, on devait donner priorité aux classes de 3e, de terminale et de première G, ceux qui vont au premier enseignement technique, ceux qui vont au CAP. Mais quand vous mettez tout le monde ensemble, mais vous savez que des parents, toutes ces semaines, n'ont pas envoyé les enfants à l'école. Ils ont appelé l'administration de leurs écoles pour dire, moi, mon enfant ne vient pas parce que je ne fais pas foi à toutes les dispositions sécuritaires mises en place dans le public. Est-ce que ces parents-là ne la prendront pas à leur dépens? Mais un parent a dit, je préfère voir mon enfant en vie que si mon enfant n'est pas en vie, est-ce qu'il va passer en classe supérieure? Ça veut dire quoi? Que les parents ne sont même pas rassurés des dispositions sécuritaires. L'enseignant n'a pas de gel. L'enseignant n'a pas de gel, alors que l'enseignant, tout le temps, il parle. Parce que pour être audible, il faut que l'enseignant baisse son masque. Et de temps en temps, on dit, il ne faut pas que vos mains touchent votre visage. Mais de temps en temps, l'enseignant, il touche les yeux. On doit pouvoir. Moi, je dis, il faut repenser la chose. La chose avant donc de reprendre les cours. Parce que, au même moment, on a levé le cordon sanitaire. Certains étaient déjà hors du cordon. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Ils sont revenus, ils ont repris les cours. Des enseignants sont revenus, ils ont repris les cours. Donc, ne soyons pas surpris que d'ici à là, qu'on nous dise que le taux a grimpé parce qu'on n'a pas dépisté tout le monde. D'accord. Et certains parents... Très bien. On a dit, un ZEM ne doit pas remorquer 2 clients. Je vois ça tous les jours. Il y a des ZEM qui remorquent tous les jours 2 clients, ça passe devant les policiers, personne ne dit rien. Ça veut dire donc quoi? Des dysfonctionnements, voilà, des dysfonctionnements graves. Absolument corriger. Nous allons évoluer dans cette émission. Cette fois-ci, je l'annonçais donc en début d'émission, la campagne électorale est au cœur également de nos discussions ce matin. Nous allons parler dans les secondes qui vont suivre des forces et des faiblesses des partis politiques en liste au terme de ces 15 jours de propagande politique. Vous donnez combien à cette actualité, Georges Perzo-Anago? Je n'ai que 2. 2. La note 2. Alphonse Moïse Soulé? Je n'ai que la note 3. 3. Malheureusement. Alors, donc, l'inverse, c'est cet invité, donc, voilà, dans la notation de cette actualité. Je commence par vous, Alphonse Moïse Soulé. Alors, quand vous observez cette campagne dite exclusivement médiatique, on commence par là. Est-ce que vraiment ça s'est passé sur les médias uniquement? Non, ça va passer sur les médias. J'ai vu hier, dans la ville de Cotonou, j'ai vu un CA avec toute son équipe marcher. Ils n'ont pas respecté entre deux, ils n'ont pas respecté la distance. Certains n'avaient pas de masque, ils étaient en train de faire campagne dans la ville, ils marchaient. Je les ai dépassés, je me suis arrêté, un bon journaliste pour observer. Il y a des gens qui ont organisé des meetings. J'ai vu encore dans les clubs auto, les gens qui ont mis le matériel de sonorisation, mais qui sont côte à côte sans masque. Voilà. Les tricycles qui sont côte à côte sans masque. Pourtant, le candidat est là, il n'a rien dit. La campagne n'est plus médiatique, les gens sont descendus sur le terrain, mais ont ignoré royalement les instructions du gouvernement. Et pourtant, cela prétend diriger des citoyens. Des citoyens. Alors, Georges Perzo-Anago, même question pour vous, journaliste observateur. Est-ce que les acteurs politiques, est-ce que le citoyen électeur, est-ce que le citoyen tout court, est-ce que tous ces acteurs ont été vraiment des acteurs qui ont observé la campagne exclusivement médiatique décidée par les officiels béninois? Cher confrère, c'est vrai, je suis peiné de devoir répondre directement à votre question sans passer par la problématique même. Moi, je voudrais dire tout de go qu'il s'agit d'une véritable arnaque à faire croire au monde que la campagne sera exclusivement médiatique. Elle ne l'a pas été. Elle va se clôturer dans quelques heures sans l'avoir véritablement été. Parce que on constate sur le terrain, et heureusement d'ailleurs pour l'observateur que je suis, on n'a pas besoin de se gêner pour compter le nombre de partis politiques qui sont en liste. Et c'est déjà une bonne chose. Il n'y a que 5 partis politiques en liste, qui se ressemblent d'ailleurs comme 2 gouttes d'eau. Là, c'est une autre paire de manches. Mais lorsqu'on va sur le terrain, aujourd'hui, on constate que la campagne est beaucoup plus de contact, de proximité que médiatique. Les gens bougent, se retrouvent entre eux, organisent des meetings, et ça, il faut le dire, organisent des meetings sans protection, sans observation de la distanciation sociale et des mesures barrières, comme on a dit, au vu et au su
de toutes les autorités. C'est là où moi je me dis que ceci est une arnaque de faire croire à l'opinion. Mais est-ce qu'elles savent réellement? Ah, Est-ce que ce n'est pas un risque que vous prenez en l'affirmant à tout de go, non, pas aussi du tout. de façon péremptoire? Non, mais pas On a quand même entendu les autorités de la police républicaine alerter et mettre en garde. Évidemment. Et si je dois m'en tenir à cette observation que vous venez de faire, je me dirais que je suis venu de nulle part, je tombe dans un Bénin inconnu. Non, on connaît le pays. Sur ce plateau, je vous ai pas fait de la discrétion pour vous dire qu'il y a un candidat qui s'est mal comporté en tenant des propos régionalistes. Et je disais sur ce plateau ici qu'au soir du 17, c'est haut la main qu'il passera. Qu'il va renverser la vapeur. Il n'a rien à craindre. On en est où aujourd'hui? Le candidat bat campagne tranquillement. Il n'est pas du tout inquiété. Pourtant, imaginez le tollé. Les autorités, qui sont ces autorités? Ces autorités sont aussi en campagne et organisent la campagne de cette manière-là. Parce que moi, j'entends par autorité, pas seulement le président de la République. Un ministre, une autorité. Un ancien CA reste une autorité. À moins qu'on ne me dise qu'il n'y a que autorité présidentielle. Mais alors, ces informations sont remontées à toutes les autorités, y compris le ministre de l'Intérieur. Mais la dernière fois, on a voulu jeter de la poudre aux yeux pour interpeller un parti qui n'est pas forcément dans le sillage. Juste, on a fait un semblant de démarche dans le sens de réprimer cette pratique. On a vu à Soava, on a vu un peu partout à Boumé, un peu partout au nord. On a vu comment les gens s'agglutinent et font campagne. Mais là, le gros problème qui se pose, c'est le problème de santé publique. Parce qu'on nous a fait croire qu'à cause de la Covid, la campagne ne pourra qu'être médiatique. Mais qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? Moi, je me dis, si c'est qu'on avait une élection où les partis, il y avait véritablement des partis d'opposition, vous auriez vu que ce sont ces partis d'opposition qui auraient fait les frais des réactions de la police républicaine. Aujourd'hui, on est en face d'une réaction mitigée, même si les responsables de la police républicaine montent au créneau. Moi, je dis c'est pour la forme, parce que ce n'est pas les faits qui manquent, les faits sont sur le terrain, au jour le jour. Des maisons sont remplies aujourd'hui. Les soirs, vous allez voir, on met les baffles dehors, il y a de la musique à l'intérieur, c'est des gens qui se rassemblent et qui s'agglutinent. Mais pourtant, c'est aux yeux de tout le monde. Alors, donc, il n'y a pas de répression. Alphonse Moïsoudé, on a eu dit que à Zogodomé, également dans le plateau d'Abomey, il y a des acteurs politiques qui ont été arrêtés, interpellés dans un premier temps, avant d'être relâchés. Oui. Ça vous a dit que les officiels béninois ont pris à bras le corps le problème? Non, vous savez, moi, je n'en veux pas forcément à la police républicaine, mais je dis au niveau des états-majors de partis. Les sympathisants des états-majors, ils ont des responsables. Les responsables devraient pouvoir dire à leurs militants ou dire à leurs candidats, évitez ça. Évitez ça. Parce que dès que l'État a donné les instructions, le ministre de l'Intérieur a donné les instructions, le ministre de la Santé a donné les instructions, il revient aux responsables de parti pour dire, attention, si vous allez sur le terrain, évitez ça. Mais malheureusement, il y a certains qui s'en foutent royalement. Ils disent, bon, l'essentiel pour eux, c'est de siéger à la mairie, c'est d'être élu conseiller municipal ou conseiller communal et de gérer. On ne peut pas gérer un pays si vous ne donnez pas une priorité à la santé. Alors, je reste avec vous rapidement. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de ces 15 jours de campagne électorale. Malgré ces violations constatées dans l'animation de cette campagne dite exclusivement médiatique, je vais vous demander quels ont été les partis dominants, selon vous, déjà par les affiches, les posters, la propagande également. Quand je me contente des affiches, la propagande, campagne médiatique, je vois que le non-progressiste a inondé le pays de jaune. A inondé le pays de jaune. Partout, il n'y a pas cette zone-là, vous ne verrez pas les affiches en jaune. Il y en a. Vous allez voir le bloc républicain, le vert. Voilà les deux partis qui s'attaquent, qui s'affrontent sur le terrain. Parce que c'est vrai que ce sont des jumeaux de même père, mais il y a un problème de leadership. Il y a quelqu'un qui veut damer le pays en l'autre et il y a la guerre entre ces deux partis-là sur le terrain. Vous allez voir UDBN qui tente de sortir la tête de l'eau pour dire aux gens, moi aussi j'existe. Après, vous avez FCBE. Bon, moi je n'ai vu que des affiches de PRD par-ci par-là avec quelques photos sur les réseaux sociaux. Donc,
quand on fait le point, les deux premiers partis de la mouvance tiennent la dragée rouge, parce que j'ai déjà dit sur ce plateau qui parle de campagne médiatique, pas de moyens financiers. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas acheter les panneaux ne sont pas donnés gratuitement, et vous allez constater, et pour finir, Joël, que on a fait un affront à la communication politique dans la conception des images. Si tant est que la campagne devait être médiatique, on devait quand même s'occuper des images. Mais on a fabriqué n'importe quelle image qu'on nous a jetée à la figure. Mais sachez qu'au soir du 17 mai, les deux partis, moi, UP et BR, vont se donner la part du lion, parce que je n'ai pas la certitude que les autres partis pourraient atteindre les 10%. Alors, Jasper Zonago, est-ce que le PRD, l'UDBN et la FCBE sont des partis à la remorque des deux grands partis, comme le dit Moïse, le BR et l'UP? Je ne serai pas péremptoire, parce que c'est vrai, nous sommes pour la plupart du temps restés dans les encablures de Cotonou et de Porto-Novo pour observer. Mais lorsqu'on va dans ce qu'on appelle les fiefs, la tendance est autre. Cependant, je reconnais que les moyens ont pris le dessus, bien entendu, et on a vu l'UP et le BR faire beaucoup de boucans. Il y a un vacarme effectif, suivi bien entendu de l'UDBN, de FCBE et dans une certaine mesure du PRD. Franchement, moi, j'ai méconnu le PRD cette fois-ci. J'avoue, ce n'est pas pour jeter de la pierre. Le PRD a été étouffé? Oui, il y en a qui ont été vraiment étouffés. C'est que le PRD est conscient qu'on va lui arracher la mairie de Porto-Novo. Oui. Cependant, je me dis que, contrairement à mon confrère, je ne suis pas certain que les deux partis qui font autant de boucans en ce moment soient plus confortés au soir du 17 mai. Parce que là, il s'agit de campagne de proximité. Ce n'est pas de campagne brutale qu'il s'agit. Le bruit a été, c'est une évidence, mais les faits vont nous édifier au soir du 17. Donc vous pensez que l'électeur béninois aujourd'hui, comme on le dit souvent, c'est un choix hypocrite ou bien un soutien hypocrite de façon officielle, mais dans l'une, il y a des surprises qui nous attendent. Oui, les surprises attendent parce qu'il s'agit précisément d'élections de proximité, où les gens savent ceux qui sont les leurs. Et ils vont agir en conséquence au dernier moment. Le bruit n'aura été que le bruit, mais les faits seront les faits au soir du 17. Et je suis certain que des surprises vont... Mais les trois grandes villes, Cotonou, Porto-Novo, Parakou, vont tomber dans l'escarcelle des partis au pouvoir. Des partis au pouvoir, oui. Attendons de voir. D'accord. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Vous avez 30 secondes pour conclure. Je commence par qui prend voilà, bon, je voudrais souhaiter que tout ce dont on a parlé ici puisse être perçu et apprécié par les autorités, surtout en ce qui concerne le sérieux qu'il faut accorder à cette maladie de Covid-19 et recréer autrement la stratégie de reprise des cours dans nos collèges et dans nos écoles. C'est important. Alphonse? Oui, ensuite de ce que mon confrère a dit, je voudrais demander à chaque parent de s'occuper de la santé de son enfant. Parce que quand le mal arrive, c'est toute la famille qui peut être décimée. Je voudrais demander aux autorités au niveau académique que l'on prenne la mesure de ce qui se passe. Parce que ça serait grave qu'à un moment donné qu'on fasse le point, qu'on se rende compte que la plupart de nos écoles ont été contaminées. Il faut donner les moyens aux directeurs d'école. Et je voudrais finir pour demander au gouvernement de jeter un coup d'œil sur les écoles privées. Les écoles privées participent à la formation de l'élite. Et quand vous allez aux différents examens, sans pouvoir faire de la publicité pour les privés, les meilleurs élèves, on les retrouve dans les privés. Donc les privés sont des Béninois. Et ceux qui iront voter le 17, on n'a pas dit ceux qui sont du privé ne doivent pas voter. On a dit tous les Béninois iraient voter. Même ceux qui ont leurs enfants dans le privé, même ceux qui ont leurs enfants dans le public, tout le monde va aller voter. Si on invite tous les Béninois à aller voter le 17 pour élire les conseillers municipaux et communaux, pourquoi on ne veut pas prendre en compte les enfants de tous les Béninois se trouvant et dans le public et dans le privé? Il faut qu'on y pense sérieusement.
Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. Merci également à vous, Georges Pezo Anago, d'être passé sur ce plateau de votre émission de décryptage de l'actualité hebdomadaire, carré et politique. Pour ce qui me concerne, ce fut un plaisir de vous avoir servi. On se retrouve très prochainement.